suite, le journal. Bienvenue sur votre journal sur la RT-Éduc à la une de l'actualité. Rentrée scolaire 2024-2025 fixée au 2 septembre prochain. La ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté rassure que toutes les dispositions sont prises pour assurer une rentrée apaisée, sereine et réussie. Les mois à suivre dans ce journal. L'association des parents d'élèves ont participé à une journée d'échange sur le programme national de l'éducation à la vie. Cet échange était pour encourager l'application effective de ce programme par les parents et les acteurs scolaires. Dans l'actualité, le génie militaire, un des services des forces armées de RD Congo, a dans le cadre de l'opération Coup de poing lancée par le gouverneur de la ville Daniel Bumba, objectif assainissement total de la capitale congolaise qui à ce jour est dans une situation intenable. Et puis la première ministre Judith Suminwa a honoré la mémoire du secrétaire général adjoint du gouvernement, Hugo Mwanza Wamwanza, décédé le 22 juillet alors qu'il participait au séminaire gouvernemental. Il est 19h à Kinshasa, une heure de plus à l'Est de la République. Bienvenue. La rentrée scolaire 2024-2025 fixée au 2 septembre prochain. La ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a pris toutes les dispositions pour assurer une rentrée apaisée, sereine et réussir. Aïssa Malou appelle toutes les parties prenantes à la confiance mutuelle, au dialogue et à l'unité afin d'aplanir les divergences et offrir à l'élève congolais un encadrement de qualité. Nous sommes en train de travailler pour améliorer justement les conditions. On le fait avec l'ensemble des partenaires. Nous sommes en train de discuter. C'est qu'on veut apprendre finalement des leçons passées et de construire ensemble un meilleur système éducatif. Ce que je vous demande, c'est de la confiance et puis de la patience. L'éducation n'est pas un milieu ou un système où les choses vont vite et on a des résultats rapidement. Je disais à une collègue tout à l'heure, nous on est comme Moïse, c'est-à-dire qu'on fait les actions maintenant, ce n'est pas nous qui verrons les résultats parce qu'il faut attendre 6-12 ans pour qu'on voit les efforts qui sont faits. Ici, la rentrée va bien avoir lieu et vous pouvez aller rassurer qu'au niveau de l'administration, nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'on ait une meilleure rentrée et puis après, forcément, un meilleur encadrement. Il faut savoir que ce n'est pas la rentrée le plus important, c'est l'encadrement qu'on va donner après. Les parents d'élèves réunis au sein de plusieurs associations des parents d'élèves ont participé jeudi à une journée d'échange sur le programme national de l'éducation à la vie afin qu'ils participent à l'amélioration de ce dernier. Lieu de cet échange, la salle de la gratuité de la RT-Éduc, Chanchan Motopa et Aloïs Bimango. Les parents d'élèves réunis au sein de leurs différentes organisations nationales et provinciales étaient en journée d'échange sur l'importance du cours de l'éducation à la vie dans les programmes d'enseignement en RDC. Durant ce travaux, les manuels portant sur l'éducation à la vie du niveau primaire et secondaire. Question d'avoir la contribution des parents à travers les recommandations sur les amendements à apporter au programme. Le directeur chef de service de la direction de l'éducation à la vie courante DFC donne l'importance de cette journée. Nous sommes dans le cadre de la généralisation de ce programme qui a été créé dans notre école. Comme vous le savez, il y a depuis bien longtemps, vers les années 1989, le ministère avait introduit dans les cursus scolaires le cours d'éducation à la vie. Et mis en place, mise en circulation du programme d'éducation à la vie. Alors il était très important d'impliquer les parents pour savoir un peu plus, échanger les informations par rapport au contenu de ces programmes. Parce que, comme vous le savez, dans les temps, on a quand même eu certains problèmes. Et tel que nous avons présenté ici, vous avez suivi qu'on a présenté plusieurs obstacles qui étaient liés à l'effectivité de ce cours. Mais maintenant qu'ils ont l'information, donc ça suscite leur implication et qui vont maintenant accompagner aussi les enfants. Et surtout, l'objectif c'est de renouer ce dialogue-là entre parents et élèves. Les représentants de quelques associations des parents présents livrent leurs impressions après les échanges. Il y a un souci majeur par rapport à nous qui venons participer à déjà des ateliers pareils. Nous écoutons
et nous arrêtons là. Alors que nous avons la charge, parce que nous sommes au niveau national et provincial, de répercuter les messages à nos structures, à la base. Je suis très ravie, j'ai eu vraiment des bagages, je suis bien formée et j'irai aussi former tous mes proches et aussi mes enfants. L'éducation à la vie, c'est fondamental. Parce que cette éducation à la vie, si elle n'est pas bien menée, c'est l'avenir du pays qui est en péril. Nous remercions le ministère, parce que le ministère, c'est notre partenaire, pour toutes les activités importantes comme celle-ci, associer les parents, qui sont les partenaires privilégiés. En tout cas, c'est un point d'honneur pour le ministère de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté. Il est à noter que la DEFC est une direction importante au sein du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, dans la mesure où elle met en place un programme d'enseignement sexuel pour apprendre aux élèves de notions sur la sexualité responsable. Ainsi, les parents comme principaux acteurs de l'éducation ont été associés à ces échanges. Parlant à présent de la 7e édition de la campagne École les âmes en Bongoté, le projet de la FUNA s'engage à soutenir et accompagner cette structure dans ses actions en faveur de l'éducation. Jean-Marie Vouzy l'a fait savoir au secrétaire général de Young Men Action for Education lors de la présentation des civilités avant la descente des équipes sur terrain. Chanchan Motopa et Jimmy Betoko nous en dit plus. Quoi de plus normal que de présenter ces civilités au patron de l'éducation dans la province éducationnelle de la Funa avant de démarrer la 7e édition de la campagne École Ezamon Bongoté? Le secrétaire général de IMA-ONG, accompagné de son adjoint, ont expliqué au directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté le bien fondé de cette activité. Sujet de satisfaction pour le directeur. Nous sommes en train de sensibiliser les parents de ce qu'il faut connaître et dans les écoles de ce qu'il faut éviter. Parce que, comme on l'a dit, l'école les âmes en Bongoté. Ce n'est pas qu'on interdit aux écoles de demander l'argent, mais il faudrait que cet argent qu'on demande soit de l'argent propre et autorisé. Après cet échange, place à la descente sur terrain. La commune de Bandalungwa a été prise d'assaut par les membres d'IMA-ONG qui ont sensibilisé les parents, élèves et autres sur la marchandisation de l'éducation à RDC et cette organisation les a appelés à dénoncer les cas des récalcitrants. Après Bandal, cap sur le marché Selembao dans la commune de Bumbu, où ils se sont livrés à cet exercice. Occasion pour son secrétaire général de livrer la particularité de cette édition. La période que nous traversons, c'est une période qui est marquée par le préparatif de la rentrée scolaire et une période qui est marquée par la crue de cas de marchandisation de l'éducation qui s'explique ou s'exprime notamment par 8 principaux faits. Vous avez la vente contraignante des uniformes, la perception des frais d'acompte, l'imposition de frais de scolarité, le monnayage du droit d'inscription des enfants. Alors c'est pour nous donc l'occasion de sensibiliser les parents. Nous nous sommes battus pour obtenir les dispositions pratiques de la part du ministre d'État. Nous l'avons eu et il faut maintenant aller à la rencontre des parents. C'est ce que nous faisons ici. Après Funa, la campagne va s'étendre dans d'autres provinces éducationnelles de Kinshasa et de l'intérieur du pays. Et puis la RT-Éduc a signé un protocole d'accord de partenariat avec Afri Radio, situé dans l'enceinte de la Société des télécommunications Africell dans la commune de Lagombe. Objectif, relayer les productions de l'une ou l'autre radio dans les zones non couvertes par l'une des deux, surtout que les cahiers de charges de 2 médias visent l'éducation. La partie RT-Éduc était représentée par son directeur chef de service et Afri Radio par son général manager, Chanchan Motopa. Tout a commencé par une visite de la délégation de la RT-Éduc, conduite par son directeur chef de service, Gishungu Jongelo, dans les installations d'Afri Radio. Question de voir comment ces médias fonctionnent et le matériel qu'ils disposent. Après quoi, en présence des responsables de la compagnie de la téléphonie mobile Africell, qui est sponsor officiel d'Afri Radio, le contrat de collaboration entre les deux radios a été signé. Par cet acte,
La radio de l'éducation s'engage à diffuser les productions d'Afri Radio là où elle émet. D'où la satisfaction du responsable d'Afri Radio qui dit que cela entrait dans le cadre du cahier de charge de son média. Nous sommes très regardants sur tout ce qui est, de bonne qualité, et deuxièmement, qui a trait avec ce qui suit notre ligne éditoriale. Donc déjà, sur ces deux points-là, RT Éduc a coché. Et troisièmement, nous sommes une radio qui aujourd'hui n'est pas concurrente d'autres radios, mais qui est une radio qui est aussi venue rajouter sa pierre sur la construction de l'édifice que l'on appelle la RDC. Le directeur chef des services de la RT Éduc s'est réjoui de ces partenariats tout en disant être ébloui par les studios et l'organisation d'Afri Radio. Oui, que je suis un tout petit peu impressionné de ce que j'ai vu. Il ne faudrait pas attendre la mort pour le dire. Il y a de quoi féliciter. Aujourd'hui, grâce à ces partenariats formels, les téléspectateurs et même les auditeurs pourront nous capter en clair au Congo central, à Matadi, par générosité aussi à Mwanda, à Lubumbashi et même ici à Kinshasa. Un partenariat qui a commencé bien avant, mais avant tout sur papier. Aujourd'hui, ça se formalise avec cette signature. Nous sommes très fiers et nous envisageons plus loin. Et je prie à Free Radio de ne pas rester, ne pas s'arrêter là, de nous accompagner même dans tout ce qui n'est pas encore prévu dans le partenariat. Il est à noter que ces partenariats visent à relayer les productions des deux parties dans les secteurs couverts par l'une d'entre elles. Et puis cette page noire dans cette édition, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a honoré la mémoire du secrétaire général adjoint du gouvernement Hugo Mwanda. Cet héros dans l'ombre est décédé le 22 juillet alors qu'il participait au séminaire gouvernemental durant lequel il partageait sa riche expérience. Décédé le jeudi 22 juillet 2024, le secrétaire général adjoint du gouvernement, Hugo Mwanda, a été porté en terre le jeudi 15 août 2024 au cimetière Kimberley Memorial. Bien avant son inhumation, la cérémonie des recueillements s'est déroulée à l'hôpital du Cinquantenaire en présence de la famille biologique, de quelques membres du gouvernement, des amis et connaissances. Dans l'assistance, la première ministre Judith Suminwa venue honorer la mémoire de ces héros tombés armes à la main alors qu'ils participaient au séminaire gouvernemental. Hugo Mwanda partageait sa riche et longue expérience dans le préparatif du séminaire du gouvernement, cette activité qui avait pour principal objectif de diffuser les bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et de la solidarité du gouvernement. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Voilà qui justifie la présence de la chef du gouvernement aux funérailles de ces grands ouvriers de la République. Dans les circonstances comme celle-ci, les mots sont souvent difficiles à trouver. Et comme l'a si bien dit le philosophe français Nicolas Massias, les faibles douleurs trouvent des expressions, les grandes douleurs sont muettes. Que dire au sujet de la biographie de l'illustre disparu? Beaucoup a été dit, mais je me fais le devoir de répéter. Né le 1er avril 1960 à Tchibala, au Kasaï central, cet éminent professeur a eu un parcours élogieux. De 2008 jusqu'à son décès, il était secrétaire général adjoint du gouvernement chargé de l'administration, puis secrétaire général adjoint du gouvernement chargé de la mission interministérielle permanente socioculturelle. Je le disais au sommaire, jadis Kinshasa la Belle, cette capitale de l'ère du Congo, ne porte plus depuis belle lurette cette casquette valorisante et pour redorer le blason, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a officiellement donné le go à la place de la gare centrale dans la commune de la Gombe, l'opération coup de poing. Objectif clé, éliminer 420 000 déchets disséminés dans nos 24 communes. C'est le génie militaire, un des services spécialisés de l'armée qui va s'occuper de cette action. Lydie Mali et Presse Bangala.
Dans le cadre de l'opération Coup de poing lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, pour débarrasser Kinshasa de toutes ses immondices, le génie militaire, un des services des forces armées de la République démocratique du Congo, a débuté des travaux sur terrain ce jeudi 15 août 2024. L'autorité urbaine a donné elle-même le go à la place de la gare centrale pour cette première phase de l'opération qui consiste à assainir la commune de la Gombe. Le gouverneur Daniel Bumba a insisté sur la nécessité des résultats qu'attendent les Kinois au terme de cette opération, l'assainissement total de la capitale congolaise qui à ce jour est dans une situation effroyable. Pendant 45 jours, durée de l'opération Coup de poing, avant sa première évaluation, le génie militaire de FARDC va travailler aux côtés d'autres services recrutés par l'hôtel de ville pour rendre Kinshasa propre et salubre. Ce sont des textes qui ont été proposés par les honorables députés nationaux dans les précédentes législatures et déjà examinés pour certains au niveau de la PEJ, mais qui n'ont jamais été promulgués ou transmis pour promulgation. Constant Mutamba, ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, est allé plaider auprès du président de la Chambre basse du Parlement de l'Assemblée, Vital Kamerhe, pour la réexamination et l'adoption de ces 4 propositions de loi. Claudel Sequoir. Elle veut créer un partenariat de formation avec les entrepreneurs de la galerie Bisou Bisou. Léonie Kandolo, ministre de Gens, Femmes et Enfants, s'est imprégné des conditions de travail des femmes entrepreneurs où elle est située dans l'enceinte du marché central de Kinshasa lors d'une descente sur terrain effectuée le jeudi 15 août 2024. Rossine Martin Bouyamba. C'est une descente effectuée en plein marché central à Zando. La ministre du Genre, Famille et Enfants a palpé du doigt les réalités que vivent les femmes entrepreneurs dans l'enceinte de la galerie Bisou Bisou située sur l'avenue du Commerce. Ici, plus de 400 femmes exercent des activités commerciales et 100 autres sont formées dans différents domaines. Le promoteur du groupe Léon encourage les femmes vendeuses dans l'octroi de crédits à faible taux d'intérêt, ce pour contribuer à l'éducation financière afin de renforcer les capacités des femmes de l'Afrique centrale. Pour contribuer à l'entrepreneuriat féminin congolais et à l'éducation financière, la microfinance Bisou Bisou a mis en place un produit dénommé Darda qui permet aux femmes entrepreneurs d'obtenir une éducation financière rapide et automatique. Ces femmes à plusieurs occupations en liesse félicitent la ministre du Genre, Famille et Enfants de s'être déplacée pour les écouter. Elles ont raconté à Léonie Kandolo Moï des difficultés auxquelles elles font face, dont le refus d'octroi des visas, l'insécurité, etc. La ministre Léonie Kandolo Moï, loin de son bureau de travail, est impressionnée positivement de l'entrepreneuriat féminin dans cet établissement commercial. Ceci rentre également dans la vision du ministère du Genre, Famille et Enfants. Léonie Kandolo a aussi encouragé ces femmes entrepreneurs à la formation de chacune pour développer leurs projets et leur famille. Ce que je ne savais pas, c'est ce que le groupe Léon fait pour les femmes congolaises et qui est totalement dans la vision du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. En général, quand on parle d'entrepreneuriat, on voit l'entrepreneuriat à haut niveau. Mais l'entrepreneuriat, quand vous créez une entreprise, au Salibouin, commerce naïo, beaucoup d'entrepreneurs. Kozilate au tongaïsi comme entrepreneur. Moutouna la Vandiawa, à Salaka commerce, à ça entrepreneur avec eux, quand ce sont des femmes. Donc, et donc on a la cour le bacaka la cuisine. À la fin de cette descente de terrain, la ministre du Genre, Famille et Enfants a vécu les réalités du trafic le long du Zando.
Autre chose à présent, ouverture ce vendredi 16 août à la salle de conférence du ministre des Affaires étrangères du premier forum national sur la prise en charge multidisciplinaire des AVC en RD Congo et à l'ère de la couverture santé universelle. Ce forum est organisé par la faculté de médecine de l'université de Kinshasa qui a réuni les professeurs d'université, les médecins et le corps scientifique et autres. Le reportage de Renate Masunda, papier rendu par Chanchan Motoupa. C'est une journée réussie pour les organisateurs de ce premier forum national sur la prise en charge multidisciplinaire des accidents vasculaires cérébraux AVC en RDC à l'ère de la couverture santé universelle. Nous allons tabler sur la confection d'un registre national de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux dans notre pays. Nous allons aussi, au cours de ces assises, discuter sur la création des unités de prise en charge spécialisées des accidents vasculaires cérébraux à travers tous les pays, les unités neurovasculaires, parce que les AVC doivent être prises en charge dans les unités spécialisées qu'on appelle les unités neurovasculaires. Pour cette première journée, tour à tour, quelques professeurs d'université en médecine et d'autres médecins experts en la matière ont révélé qu'en RDC, les AVC sont la première cause de la mortalité et morbidité cardiovasculaire, d'où l'importance de mettre en œuvre toutes les recommandations qui découleront de ces assises de 2 jours par le Conseil national de la couverture santé universelle. Nous, dans le cadre de la couverture santé universelle, nous avons déjà une stratégie qui a été mise en place pour la prise en charge de tout ce que nous appelons maladies non transmissibles, ça veut dire toutes les maladies qui ne sont pas infectieuses. Et ça inclut bien sûr toutes les maladies qui sont des facteurs à risque de l'AVC, comme l'hypertension, le diabète et même des troubles de lipides, ce qu'on appelle donc les gras. Ces assises vont permettre au corps scientifique médical du pays d'élaborer un protocole de prise en charge des AVC en RDC. Ce premier forum national sur la prise en charge multidisciplinaire des AVC en RDC est organisé par la faculté de médecine de l'université de Kinshasa en collaboration avec les unités de radiologie, intervention et neurovasculaire des cliniques universitaires, le Centre neuropsychopathologique CNPP, le Programme national des luttes contre les maladies cardiovasculaires et la substance grise avec l'appui de l'AFMED Unikin. Il va se clôturer ce samedi 17 août. Vous le savez certainement, le langage des Kinois est truffé de beaucoup d'emprunts. Plusieurs d'entre eux ont l'habitude d'utiliser des mots sans connaître leur signification ni même leur origine. Dans ce journal, nous allons découvrir avec vous quelques termes utilisés en RD Congo, plus précisément dans la capitale Kinshasa. Moyenne Monsa pour le récit. Le registre de ces mots permet d'en distinguer quelques-uns. À titre de premier exemple, le mot quado. Les recherches accomplies montrent que le terme quado, dérivé du portugais, désignait un nom propre d'un pneumaticien, donc réparateur de pneus, réputé dans les années 50, au moment où ils n'étaient pas nombreux. À ces jours, tout réparateur de pneus est appelé à Kinshasa quado. Pour ce qui est du terme prince, donné aux avenues asphaltées en République démocratique du Congo, les recherches montrent que la première avenue qui a dû être asphaltée à Léopoldville, Kinshasa, s'est nommée Prince Baudouin. Ainsi, chaque fois qu'une nouvelle avenue était asphaltée, on l'a nommée Prince. À titre d'exemple, Basali Prince Mosusu Nagombe. Autrement dit, une nouvelle avenue, ici Prince, est construite à Gombe. Quant à Macadam, autre nom d'avenue bitumée, il provient du nom propre d'un technicien en autoroute d'origine écossaise au XVIIIe et XIXe siècle qui s'appelait Macadam. Il importe de parler aussi de pepper soup. Ce terme est sorti de l'anglais pepper soup, qui veut dire soupe pimentée. Désormais, par manque de concentration, toute soupe se trouve être appelée à Kinshasa pepper soup. Le beurre ou la margarine est appelé manteca, nom qui provient du portugais manteiga. Le beurre. Aussi, les poissons sont appelés Thomson. Il s'agissait, semble-t-il, du nom d'une cargaison anglaise qui ramenait du poisson en gros, anciennement. C'est aussi fréquent d'entendre à Kinshasa parler des bilocos. Ce terme proviendrait de l'expression anglaise buy low cost,
donc achat à bas prix dans les pays d'expression anglaise. Restez avec nous pour la revue de presse. La revue de presse de ce vendredi soir est signée Gershom Yanza. Bonsoir. Bonsoir Lydie Marie. L'apparition du monkeypox, le gouvernement en riposte structurée pour limiter la contagion. En effet, Lydie Marie, à la une des journaux parus ce vendredi, la variole de singe qui attire de plus en plus l'attention du gouvernement congolais au regard de sa forte propagation observée ces derniers mois en RDC. Le potentiel souligne que le gouvernement a annoncé une riposte structurée pour limiter la chaîne de contamination. Le ministre de la Santé publique a indiqué que toutes les provinces sont touchées par ce virus, révèle la référence plus. Cependant, Samuel Roger Kamba a tenu à souligner que bien que l'OMS ait signalé une augmentation récente des cas, il n'y a pas lieu de paniquer. Des propos rassurants selon le journal Info 27, Forum des As, fait savoir que le ministre de la Santé publique a expliqué que pour éradiquer la maladie, la RDC a besoin d'au moins 3 millions de doses de vaccins en l'absence de traitement spécifique pour le monkeypox, note l'agence congolaise de presse. Le ministre Roger Kamba a souligné que la prévention et l'hygiène demeurent les seuls moyens efficaces pour freiner la propagation de ce virus. Réorganisation de la magistrature et du barreau, 4 projets de loi déposés à l'Assemblée nationale. La presse quinoise de ce vendredi 16 août s'intéresse également au dépôt de 4 projets de loi à l'Assemblée nationale pour la réorganisation de la magistrature et du barreau en RDC. EcoNews révèle que c'est le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, qui a déposé ces 4 projets de loi à l'Assemblée nationale. Selon cet hebdomadaire, il s'agit des projets de loi portant sur l'organisation, fonctionnement et compétences de l'ordre judiciaire, sur le Conseil supérieur de la magistrature, sur les statuts des magistrats et sur le barreau. Pour le ministre de la Justice, rapporte la référence plus, ces projets de loi rentrent dans le cadre de la modification de certaines dispositions légales qui doivent se conformer aux réformes entreprises depuis son accession à la tête de ce ministère. Pendant ce temps, indique Africa News, le syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC en sigle, surprend l'opinion nationale en dénonçant ce qu'il qualifie de propension du ministre de la Justice à vouloir rendre les magistrats seuls acteurs de la justice, éludant ainsi les questions de fond à la base du dysfonctionnement de la justice. Merci Gershom pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, Lydie Malé. Fin de journal et merci à vous de l'avoir suivi.